Largement en tête du scrutin du 11 avril dernier, Patrice Talon est donc relu et bien sûr par KO pour donc un second mandat. Il va prêter serment le 23 mai prochain et se lancer dans d'autres défis. Mais derrière Patrice Talon, c'est tout un système, le système de la rupture qui va prendre et bien sûr une nouvelle coloration, la continuité et bien sûr donc et c'est pour cela que Patrice Talon s'est repositionné candidat. Et je suis candidat, et bien sûr, pour donc la continuité de la dynamique. C'est ce qu'il avait dit donc, à dans les départements de Lomé-Plateau quand il se positionnait donc, pour un second mandat. Derrière lui, c'est tout un système aussi, tout un système politique, la mouvance présidentielle et puis en général la classe politique qui doit ou qui peut et peut ne pas peut-être l'accompagner dans ces réformes. C'est le cas de l'opposition radicale qui continue toujours de tirer à boulet rouge sur donc, la gouvernance Talon. Ce chaos obtenu ce dimanche et qui sera certainement confirmé par la Cour constitutionnelle dans quelques heures aura quelle implication désormais sur la classe politique au Bénin, en quoi la gestion ou bien l'après-victoire pourra contribuer à la bonne gouvernance du régime en place, puisqu'on passe souvent par des reconnaissances ou par la gestion en tout cas du chaos et autres. Sur ce plateau, dans un premier temps, nous allons revenir un peu sur les possibles explications de ce chaos, comment peut-on l'expliquer, et ensuite revenir sur ses implications sur la classe politique au sein de la mouvance, mais également sur la classe politique en général. Merci de suivre ce débat purement politique avec Stéphane Toha, à ma gauche, observateur de l'actualité sociopolitique. Monsieur Toha, bonjour. Bonjour, Monsieur Corneille. Bonjour, amis auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs de Diaspora FM et de Eden TV. Content d'être sur le plateau avec mon ami Tony Kess. Merci. Laurent, bon voilà, qu'on salue plus Laurent Tony Kess, journaliste, analyste politique. Alors, Monsieur Toha, oui. Et je commence avec vous. Le chaos était prévisible. La réélection de Patrice Talon à chaos sans surprise. Quels sont les éléments qui ont contribué justement ou qui expliquent ce chaos? Merci beaucoup, Monsieur Corneille, d'avoir mis sur le plateau ce débat, un peu de décryptage de ce de la contenance du chaos. Vous savez que les 2 dernières années, les réformes ont commencé par véritablement porter le fruit. Les objectifs dans chaque secteur qui étaient définis, poursuivis, et ont commencé par produire véritablement du réel. Donc, si je m'attarde sur ces 2 dernières années, véritablement, l'aspect socio-politique, ou bien la vie sociale du Bénin, je ne parle pas du contenu du social, mais infrastructurel, a franchement changé. Nous avons des embellissements un peu partout et nous avons constaté que, franchement, ce que le président de la République, le candidat entre-temps de 2016, avait proposé, ces propositions ont véritablement changé notre cadre de vie. Et déjà sur ce plan infrastructurel, on s'attendait véritablement le retour de la population qui bénéficie déjà de l'embellissement du cadre de vie. D'un autre côté, et concernant la lutte contre la corruption, et on a compris également que véritablement les choses ont changé et il n'y a plus de personnalités intouchables. Ceux qui se sont noyés dans des affaires de corruption, dans des manifestations, sont véritablement inquiétés, surtout par la mise en place de la Cour spéciale et la répression de l'inflation économique et voilà, de la CRIET. Donc, ce sont véritablement des choses qui ont donné un autre aspect
et disons, ont conforté le peuple béninois dans ce choix de 2016 là. Et le peuple ne peut pas se retourner de sitôt, a largement contribué à cette victoire, à ce chaos que tout le monde est en train de fêter à cœur joie. Donc, prenons les 2 dernières années, nous disons véritablement qu'il n'y a pas en face du président de la République quelqu'un qui pourrait empêcher à ce qu'il reprenne le pouvoir pour poursuivre son projet et son nouveau projet de société. D'accord. Donc pour vous, le bilan, essentiellement, les transformations obtenues les 2 dernières années qui ont suscité beaucoup d'adhésion auprès des populations ont contribué donc à ce chaos. Laurent Tony, qu'est-ce essentiellement le bilan selon Stéphane Toura? Je crois que, tel que Stéphane Toura l'a dit, il y a d'une part le bilan qui a favorisé ce chaos en 2021 au Bénin. Mais parlant de causes des chaos, je crois que je vais partir de certains exemples en Afrique. Quand vous regardez les chaos successifs que nous avons eus en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée équatoriale, au Congo, Kinshasa et Brazzaville, tout récemment, vous regardez un peu le système, la manière dont ces chaos sont arrivés, vous vous rendez compte qu'il y a une situation du fait des acteurs politiques aussi également de l'opposition qui a favorisé ces chaos. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est que les vrais acteurs qui sont en jeu, Afin Guessan, Henri Konan Bédié et autres, qui ont décidé de boycotter le scrutin, qui ont favorisé le chaos de Alassane Ouattara. Quand vous allez en Guinée équatoriale, c'est vrai que les acteurs politiques de l'opposition ne s'entendaient pas. Il s'est fait que seul Céline Daniel Diallo était face à Alpha Condé, sans soutien des autres acteurs de l'opposition. Ça favorisait facilement le chaos de Alpha Condé. Quand vous allez au Burkina Faso, vous regardez Zéphirine Diabré, qui était le chef de file de l'opposition, mais qui ne s'entendait pas avec Edi Komboigo, un des anciens soutiens de protégés de Blaise Compaoré, de sorte qu'il y a eu des gains internes au niveau de l'opposition. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux, en essayant de se combattre, ont favorisé le chaos du roc qui s'en bat Kaboré. Et les exemples, on en a tellement. Et quand vous regardez au Bénin, vous venez au Bénin ici, vous regardez le chaos, qu'est-ce qui a favorisé le chaos? C'est vrai qu'au-delà de tout, quand vous suivez les citoyens, Patrice Talon a fait quelque chose, il a fait bouger les lignes. En termes d'infrastructure de réalisation, comme il a dit, en termes de bilan, d'un certain nombre de choses, les citoyens sont d'accord avec Patrice Talon. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, les citoyens sont d'accord avec Patrice Talon, mais fallait-il, est-ce qu'on doit se dire que c'est seulement ce bilan qui a favorisé le chaos de Patrice Talon? Non. Il y a en quelque sorte, pour moi, l'impréparation des acteurs politiques de l'opposition. Ceux-là qui, chaque année, avaient eu une revendication et quand ils finissaient un mois sans avoir satisfaction pour cette revendication. Ou la résistance aux réformes? Non, j'en viens. Quand ils lançaient une revendication, pendant un mois qu'ils n'avaient pas une solution pour ça, ils laissaient ça, ils attaquaient un autre problème. Et donc, pendant 2 ans pratiquement, à se préparer, au lieu de se préparer véritablement, et de chercher les failles de la stratégie mise en place par Patrice Talon pour le combattre, sont restés là, parfois dans des diversions pour moi, ou des conférences de presse où ils sont là à dénoncer plutôt que de s'entendre. Et au-delà de ça, même s'ils vous diront aujourd'hui qu'ils ont été écartés après leur dépôt de dossier à la Commission électorale nationale autonome, voilà des acteurs politiques qui ont tout le temps rejeté la révision de la Constitution, mais qui sont allés déposer des dossiers de candidature en respectant des dispositions de cette loi révisée qu'ils ont rejetées par le passé. Et quand on regarde ça, c'est-à-dire qu'ils partent déjà avec un pied cassé parce que ce que vous rejetez, vous vous conformez finalement à cette situation. Mais quand au-delà de tout, vous êtes écarté, il y a des acteurs politiques qui sont des Béninois comme vous. Vous pouvez vous organiser autrement toujours. Vous avez toujours une dernière carte à jouer. Ce qui a manqué. Donc, seconde explication du chaos, la faiblesse de l'opposition. La faiblesse de l'opposition, ils sont restés là. Et d'ailleurs, même au-delà de tout, vous les voyez ensemble en train de revendiquer. Mais après, c'est-à-dire qu'il y a des querelles internes. Vous n'êtes pas sans savoir. Il y a une opposition, Dieu en a vu la résistance. Mais finalement, dites-moi, quelle est devenue cette résistance fondamentalement? Vous avez vu avec quelle
je dirais, cacophonie. On a vu la candidature, on nous a dit Rekia Madougou titulaire du Parti démocrate avec Moïse Kékou. Après, on a dit Rekia Madougou avec Joël Aïvo. Et les candidatures, on a vu des notes signées par Valentin Ditouré. Tout le temps, dans une journée, on a eu au moins 3 ou 4 notes sorties. Cela suppose qu'il y a une sorte d'impréparation du côté de l'opposition. Et de ce point de vue, vous ne faites que favoriser le chaos. Et quand c'est comme ça et que vous allez aux urnes, vous allez vous faire battre tout simplement. Maintenant, ils n'ont pas été candidats. Ils vous diront, pour se dédouaner, ils vous diront qu'ils n'ont pas été candidats. Que s'ils étaient candidats, s'ils étaient candidats, que le chaos n'allait pas arriver. Mais attention. Alors, mais la question qui s'impose ou qui se pose, ou que je m'avais posée, alors, ces réformes ont-elles été taillées simplement pour favoriser un camp donné ou ont-elles été faites dans l'intérêt général? Non, moi je ne dirais pas que... Parce que l'opposition vous dira qu'elle a été exclue, voilà. Je suis d'accord. Le pouvoir vous dit non, c'est des réformes je fondées, ça fait avancer le pays. Vous dis, aujourd'hui, est-ce que ces réformes ont-elles été faites dans l'intérêt général? J'insiste là-dessus, ces réformes ont été... Le pouvoir en place mettra toujours en place des mécanismes pour se favoriser et jamais pour favoriser l'opposition. Et dans aucun pays au monde, vous n'allez voir un pouvoir mettre en place un mécanisme pour favoriser son opposition à venir prendre le pouvoir sur un plateau d'or. Ce n'est pas possible. Et donc, quand le pouvoir met en place des stratégies, c'est à vous de chercher les stratégies pour les contourner pour avoir le pouvoir. Parce qu'au-delà de tout, vous êtes des Béninois, vous êtes des citoyens de ce pays. Et des citoyens de ce pays qui vous connaissent pourront vous croire à un moment donné, vous comprendre à un moment donné. Mais quand vous-même vous restez là, à rester dans des revendications de distraction, et que vous épuisez toutes les cartouches, et que vous vous retrouvez dos au mur, vous ne pourrez que voir ça avec un chaos. Un chaos que vous pouvez remettre en cause tout le temps, toute votre vie. Mais il se fait que des institutions internationales, des institutions de la sous-région ont validé ce chaos, ont reconnu le processus électoral sans tâche. Écoutez, au-delà de ça, vers ça, Tchaourou Banté, où il n'y a pas d'élection pour autant, où on décrit, les acteurs politiques, vous avez certainement fait le tour, vous avez vu que certainement ce qui s'est passé le dimanche. Est-ce que vous avez appris quelque part qu'il y a eu tension? Il n'y a pas eu tension. Et ce qu'on craignait, c'était les tensions, c'était les crises qu'on craignait ce jour-là. Les gens ont voté. Même si on n'est pas d'accord sur le taux de participation, j'insiste là-dessus une fois encore, c'est qu'il y a eu une élection. Et puis une fois qu'il y a une élection, et qu'il n'y a pas un effet, un élément probant pour remettre en cause cette élection, je crois que ça passe. Et donc, c'est maintenant. Et si les 16 acteurs politiques de l'opposition doivent espérer gagner en 2026, le combat commence maintenant. Alors, donc, la cacophonie, la faiblesse, manque d'initiative de l'opposition ont contribué également à ce chaos selon Laurent Todi-Kessé. Oui. Je demandais si effectivement l'opposition n'avait pas été donc aidée à rester dans cette cacophonie. Non, non, du tout pas, du tout pas. L'opposition s'est aidée à s'effacer de l'aspect politique, disons. Les guerres intestines ne contribuent pas, ne vous permet pas d'évoluer, ne vous permet pas de saisir les opportunités, même s'il y a des obstacles. Parce que vous êtes concentré, vous vous concentrez sur vous êtes en train de regarder derrière alors que l'obstacle est devant. Et pour revenir et dire qu'en réalité, au fond, est-ce que les gens ont de quoi à s'opposer à ce qui se fait? Ils n'ont rien pour s'opposer par rapport à ce qui se fait. Et c'est là où ils ont déjà échoué. Parce que, et Laurent le rappelait que ils avaient des revendications qui ne duraient pas le mois. C'est des distractions. Et je suis entièrement d'accord. Or, auparavant, l'opposition s'organisait autour bon, même si on n'allait pas dire idéal, au moins, c'est un objectif. Alors, mais comment pourront-ils se faire entendre si on a constaté qu'à partir de 2019, par exemple, oui, cette opposition était complètement out lors des décisions, des prises de décision, par exemple, au Parlement, où on a eu donc cette configuration unique. C'est ça, juste. Est-ce que également, à ce niveau... C'est le référentiel ou bien le repère que l'opposition se donne pour expliquer... Comment pourront-ils se faire entendre et obtenir gain de cause si au niveau du Parlement, à partir de 2019, justement, on a eu cette configuration qui répondait, voilà, je ne sais pas...
Ce n'est qu'une question. Non, mais la question, elle est pertinente. La réponse sera également aussi Pertinente. pertinente. Vous savez, avant 2019, il y avait déjà en place un Parlement. Bien sûr. Un Parlement qui avait voté des réformes, les lois sur les réformes politiques. Et dans ce Parlement, il y avait l'opposition et la mouvance. Mais il s'est fait que dans l'application des tests qu'ils se sont donnés eux-mêmes, certains se disent que ils sont écartés. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Mais c'est l'application de leurs tests qui a amené La crise. la supposée crise, puisqu'ils ont voulu nourrir la crise, mais finalement, ça s'est retourné contre eux. Pourquoi? Parce que en 2019, avant d'aller aux législatives, où le pouvoir, le président de la République a souhaité que les gens se revoient pour voir comment est-ce qu'on peut organiser une élection inclusive, ce qu'ils réclamaient. Mais ils se sont entendus il y avait eu un consensus. Arrivé à l'Assemblée, les gens, au lieu de rester dans l'hémicycle et continuer, ils ont voulu avoir des sons de cloche depuis Cotonou. Malheureusement, Cotonou n'a pas pu donner grand-chose. C'est là l'erreur stratégique politique capitale qu'il faut tout le temps rappeler à l'opposition que cette erreur, s'ils ne veulent pas, si cette opposition ne veut pas se corriger, 2023 va encore passer et on serait toujours là en train de dire l'opposition n'est nulle part. Parce que... Mais il y a eu également de simples questions de formalité qui avaient compliqué la situation. Mais finalement, les gens se sont conformés. Le certificat de conformité, non, mais ce tout certificat... ça, c'est des... Non, non, je crois que sur la question, connaissez, je crois que... C'est des éléments qui étaient venus comme ça et que les partis surpris beaucoup de chefs de parti. Non, Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce n'est jamais venu comme ça. En réalité, pour aller aux élections, il va falloir que les gens, les partis politiques adoptent se conforment à la nouvelle charte des partis politiques. Se conforment à la nouvelle charte des partis politiques. Il s'est fait que les anciens ne veulent pas se conformer. Et que d'autres se sont simplement... C'est à quelques 2 ou 3 mois, un mois que la Cour constitutionnelle a sorti la fin de cette guerre de conformité. On a donné suffisamment de temps parce qu'on leur a donné au moins 6 mois pour se conformer. Ce n'est pas les 3 derniers mois où il y a eu ébullition là qu'il faut voir. On leur a donné 6 mois. Mais les gens se sont dit que du moment où ils se sont conformés, ils s'étaient déjà créés, ils étaient déjà partis politiques, que la nouvelle charte ne leur sera pas opposée. C'est tout le problème. Est-ce que les partis n'avaient pas été surpris en ce moment par pourquoi d'autres se sont conformés? Je crois que sur la question de 2019 et concernant le certificat de conformité, il faut qu'on se dise la vérité. C'est prévu dans aucune loi qu'on doit fournir certificat de conformité à un parti politique avant la législation. Attendez, je n'ai pas vu. Donc pour vous dire quoi? Non, si à l'époque, ce n'était pas prévu dans une loi pour dire qu'il faut un certificat de conformité. Ça, ce n'était pas prévu à l'époque. Et donc, ça a été une surprise pour les acteurs politiques. Mais on ne va pas s'attarder sur ça parce que 2019 est passé. De toute façon, ce qu'on doit dire aujourd'hui, les acteurs politiques doivent pouvoir suffisamment être conséquents. On contribue au chaos. Maintenant, ces acteurs politiques qui décrivent aujourd'hui, qui dénoncent Patrice Talon aujourd'hui, ont participé au vote de cette loi à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui constitue un enjeu de taille pour eux. Et ils ont du mal à se conformer ou bien à satisfaire les exigences de cette loi. Mais au-delà de ça, je dis les acteurs politiques aujourd'hui, dans tous les pays que j'ai cités ce matin, quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est parce que les acteurs politiques ne sont pas assez conséquents envers eux-mêmes. Et qu'il y a l'égocentrisme qui règne en maître au sein de ces acteurs politiques parce que l'autre ne veut pas céder la place, alors l'autre estime que si ce n'est pas moi, ce n'est pas lui. Zéphine Diabré au Burkina Faso disait, mais s'il tant est que je dois perdre les élections et que je dois plus chef de file de l'opposition, alors il vaut mieux le combattre. Il a combattu Edi Komboigo quand Roch Christian Makabouri a gagné les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Zéphine Diabré, qui était le chef de file de l'opposition, puisqu'il a perdu et que c'est Edi Komboigo qui était le deuxième, n'a pas fait autre chose que d'aller féliciter. Il était le premier à féliciter
Christian Kaboré pour dire qu'il reconnaît sa victoire. Et vous finissez, qu'est-ce qu'on constate? Il a été nommé ministre de la Réconciliation. Et c'est ce qui se passe aussi sous nos cieux. Les acteurs politiques ne sont pas assez conséquents. Chacun d'eux pense à ses intérêts et se dit finalement, si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. Puisque ce n'est pas moi, je ne suis pas candidat, puisque moi, Joël Aïvo, je ne suis pas candidat, puisque moi, Gali Sego, je ne suis pas candidat, donc ça ne va pas être non plus Soumane Diemba ni Corentin Kokri. Même si ils estiment aujourd'hui que la candidature de Soumane Diemba a été suscitée par Patrice Talon, mais écoutez, j'ai dit, toute stratégie mise en place par un acteur politique a toujours des failles. Et les failles, l'exemple, on a eu en 2020. On nous a dit que c'est Patrice Talon qui a suscité, qui a favorisé la FCBE. Au point où Patrice Talon et Boniaï a dû démissionner de la FCBE pour aller créer les démocrates avec ses plus fidèles compagnons. Mais cette opposition des forces pour un Bénin émergent, sans Boniaï a pu avoir 6 mairies. N'oubliez pas ça. Donc cela suppose qu'il y a bien possibilité de faire le jeu avec Patrice Talon et de le battre dans les unes. Si les FCBE sans Boniaï ont dû, même si suscité par Patrice Talon, ont réussi à avoir 6 mairies aujourd'hui et contrôlent 6 mairies sur les 117 que nous avons au Bénin, cela suppose qu'il y a bien des failles qu'on peut mettre en place pour le combattre. Donc je retiens que le chaos s'explique donc par le bilan satisfaisant du chef de l'État pour donc son premier mandat, mais surtout les erreurs de ces opposants. Voilà. Merci à vous. Alors on continue maintenant avec donc les implications possibles. Ce chaos-là pour le nouveau quinquennat. Est-ce qu'on va assister prochainement peut-être à une certaine reconfiguration de la classe politique? Comment gérer ce chaos au profit donc de la réussite du prochain mandat? Laurent Tony Kess. Non, je crois que quand on regarde bien les résultats des chaos, on regarde les chaos, que ce soit, le Bénin n'est pas le premier, c'est fait, Boniaï a gagné par chaos en 2011. Vous avez vu comment ça s'est passé. Quand la personne n'a pas eu son chaos grâce à vous, ou bien n'a pas gagné avec votre soutien, il ne peut pas vouloir composer avec vous. S'il le fait, c'est qu'il le fait de bon cœur ou de bonne foi. Et Patrice Talon, les acteurs politiques, la plupart du temps, ils attendent le second tour des élections pour aller négocier, pour dire je te soutiens. Bon voilà, je te soutiens, je veux tel poste, je veux tel temps, je veux tel participer à la gestion du pays. Mais une fois que vous ne participez pas à ça et que vous le combattez, le monsieur, et que par miracle ou par extraordinaire, il est arrivé à gagner au chaos au premier tour, qu'est-ce qu'il peut attendre de vous? Il ne peut rien attendre de vous. Et vous-même, vous ne devez pas espérer grand-chose de lui. S'il espère qu'il estime qu'il y a une crise dans le pays, qu'il faut peut-être former un gouvernement d'union nationale ou de réconciliation ou nommer un ministre de la réconciliation, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, c'est son choix. Mais ça ne s'impose pas à lui. Donc, parler de reconfiguration de la classe politique... Mais ici, il y a eu du soutien massif. Non, le soutien massif, quand vous regardez un peu ceux qui ont soutenu Patrice Talon, à l'exception du colonel Tawes et de Kouvi qui ont rallié la mouvance à la dernière minute, tous ceux qu'on a vus dans le jeu en train de soutenir Patrice Talon pour cette élection pour K.O. étaient ses soutiens d'origine, ceux qui le soutenaient. C'est vrai que d'aucuns diront les ouvriers de la 25e mai de 2016 qui se sont ajoutés, mais au-delà de tout, c'est ceux qu'on a vus derrière Patrice Talon depuis 2016, là, en grande partie qui sont là. Rumbedi a supporté Patrice Talon depuis 2016. Donc, au-delà de tout, Patrice Talon a-t-il vraiment besoin d'aller vers certains acteurs de l'opposition, notamment les démocrates ou les FCBE, ou bien restaurer la confiance pour dire, bon écoutez, je nomme des gens chez vous pour un gouvernement d'union nationale, encore que pour lui, il n'a pas eu besoin de pour gagner son élection par chaos. Donc, reconfiguration de la classe politique, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que les acteurs politiques sont de l'opposition ont été battus et doivent maintenant changer de stratégie et se mettre en situation pour dire, mais finalement, si on doit exiger à Patrice Talon de travailler avec nous, c'est à nous de mettre les stratégies en place et de convaincre Patrice Talon. Parce que s'il n'est pas convaincu et qu'il se dit qu'il a suffisamment de personnes derrière lui, vous voyez, je l'ai dit hier, en 2016, il a eu 700 000 et quelques voix. Et en 2019, quand on regarde les résultats issus de la Commission électorale nationale autonome, il a eu 1 900 000 et quelques voix, donc pratiquement le triple de ce qu'il a eu en 2016. Et n'oubliez pas qu'en 2016, au premier tour, il avait eu 700 000 voix, mais au second tour, il a été soutenu par Adjavon Sébastien et un certain nombre d'acteurs politiques, ce qui lui a donné 65%. Mais en 2021, juste au premier tour, sans aller au second tour, il a eu le triple de ce qu'il a eu en 2016. Donc, dans ces conditions, a-t-il vraiment besoin des autres pour une reconfiguration de la classe politique? C'est à lui de répondre. Alors, mais on pourrait quand même observer beaucoup de mouvements parce que n'oublions pas que beaucoup ont soutenu Patrice Talon pour leurs intérêts.
et qu'il y en a qui étaient sur la liste d'attente, on peut s'exprimer ainsi, et qui peut-être n'ont rien eu au cours de ce... Parce que les politiciens au Bénin, c'est aussi ça aussi. Oui. Le soutien qu'on apporte, ce n'est pas forcément un soutien par conviction, mais ça se repose parfois sur des intérêts. Oui. Alors, comment ça va se passer? Comment ça peut se passer maintenant? La gestion du chaos pour une bonne configuration, nous allons partir du postulat que tout travail mérite salaire. Même si les gens étaient là depuis 2016, il s'est fait que du constat général, certains n'ont pas pu travailler avec lui tel qu'on aurait voulu. Et le président de la République, avant le lancement des campagnes présidentielles de 2021, a pris son bâton de pèlerin et a rallié ses soutiens qui n'étaient pas aussi actifs pour leur dire que désormais les choses se feront autrement. Qui n'étaient pas actifs, qui étaient bien actifs, mais pas tellement. Je ne sais pas. Je parle de soutien, parce qu'il y en a qui étaient vraiment actifs, mais qui n'étaient pas forcément bien associés. Ça, c'est... En fait, on a vu l'activisme de certains acteurs politiques qui a tout pris. Quand je parle d'activité, c'est en réalité, il y a des soutiens qui sont là. On sait que ce sont des soutiens, mais qui ne sont pas associés à la gestion de la cité. Donc, ils étaient également, ils exprimaient dans leur silence ils manifestaient leur fidélité. Non, mais ils manifestaient leur fidélité toujours en grognant du fait qu'ils ne sont pas associés. Et le chef de l'État a entendu et a compris et a dû passer un peu les querelles. Voilà que l'ensemble de ceux chez qui le président de la République est passé a contribué à travailler farouchement. Tout à fait. Pour que, même si le travail est là, même si les efforts étaient déjà à 80% accomplis par l'atteinte des objectifs du programme de la mise en œuvre du programme de société, au moins ces gens ont apporté de leur énergie pour que le chaos soit aussi retentissant. Et reconfigurer bon, travailler ensemble ne veut pas forcément dire, bon, peut-être on casse, on envoie des gens forcément au niveau des ministères et autres. Mais revoir la façon dont le soutien, revoir la façon dont ce soutien-là devrait être associé pour que véritablement ils se sentent concernés par le travail qu'ensemble ils ont abattu. Et je reviens souvent sur, je vais revenir sur le taux de participation tel que Tony essaie de ne pas... Il y a 86%. Il y a 50,19% de taux de participation. 17. 50,17%. Je n'ai pas remis ça en cause. De taux de participation. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Vous savez, avant 2021, 2016, ce n'était pas 3 candidatures. C'était un nombre donné de candidatures. Et chaque candidat fait venir ses électeurs aux élections. N'est-ce pas? Alors, lorsque les gens ne voient pas qu'il y a du rang dans les bureaux de vote, ils se disent que les gens ne sortent pas. Les gens peuvent venir voter, rentrer dans leurs activités. Le nombre que mais l'affluence dans les bureaux reste quand même non, mais vous avez vu, le nombre que baromètre pour juger de la participation. Le nombre que 10 candidats va faire déplacer ne serait pas forcément, dans notre réalité actuelle, le même nombre que 3 personnes déplaceraient. Parce que c'est maintenant que nous sommes en train de mettre, de relancer un nouveau système d'organisation de la cité. Et là, il faut que les gens s'imbibent de ça et commencent par sortir. Pour le moment, le travail a été fait par 3 duos. Peut-être après, ça peut être plus que ça. Et l'idéologie, la vision que développeraient les partis politiques aiderait beaucoup plus à faire sortir, à faire aimer la chose politique à la population. Mais pour le moment, ils ont pu faire
50,17% Alors, de taux de participation. Mais est-ce Nous saluons ça. qu'au sein du système, est-ce qu'au sein de cette grosse machine de la mouvance, on ne verrait peut-être pas très bientôt émerger de véritables opposants? Oui, Patrice Talon dans sa- c'est bien possible. Moi, j'ai discuté avec certains acteurs politiques dans les coulisses qui m'ont dit, mais... Parce que c'est le dernier mandat. Oui, Patrice c'est le dernier Talon. mandat de Patrice Talon. Voilà. Euh, Et mais on a vu que Patrice Talon ne fait pas trop la politique de reconnaissance. Puisque écoutez, dans les remaniements, il y a j'ai eu eu moins la de chance, ministres j'ai eu la chance de nommés sous discuter avec Patrice des Talon. acteurs politiques de l'opposition. J'ai J'ai eu la chance de discuter avec Alors, mais beaucoup visent le poste ministériel. j'ai eu la chance de discuter avec Le perchoir. des acteurs politiques qui disent clairement, des jeunes qui disent clairement, mais tel a été ministre pendant 5 ans, tel a été DG pendant 5 ans. Sont-ils les seuls dans le pays? Et c'est là que ça va naître la crise. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire que Patrice Talon aujourd'hui n'a pas besoin d'aller vers l'opposition, d'aller chercher les gens de l'opposition pour un gouvernement de réconciliation de l'Union nationale. Il a tellement de soutien qu'il en a tellement que Le il ne sait pas. système même peut en fabriquer. Voilà, il ne sait pas comment satisfaire tout le monde. Et donc, s'il ne sait pas faire attention, c'est que on peut avoir une opposition qui émerge de son propre camp. Parce que des gens qui critiquent, disent, mais tel est ministre pendant 5 ans. Mais sont-ils les seuls? Sont-ils les seuls intelligents? Tel est DG pendant 5 ans. Sont-ils les seuls intelligents? Donc, ça commence déjà. Et dès qu'il va refaire son gouvernement le 23 mai, et que après sa prestation de serment, quand il va faire son remaniement, son gouvernement... Attention au premier frustré. Attention au premier frustré, parce que dans les semaines qui vont suivre, vous ne soyez pas étonnés de voir des gens qui sont devenus tout de go opposants et qui mettent sur la place publique ce qui s'est passé dans les coulisses pendant 5 ans. Merci Laurent. Monsieur Torra. L'opposition, dès maintenant, ça va être un peu difficile dans l'entourage du président de la République. L'opposition véritablement va commencer à partir de la prochaine législature. Parce que pour le moment, le président de la République fédère tous ceux qui sont autour de lui. Et il faudrait qu'on sache aussi également que les partis soutenant le président de la République ne parlent pas de la même voix. Ils s'opposent sur des idées et chacun veut convaincre le président de la République de la pertinence de leurs orientations. Tout à fait. Et on aura véritablement de l'opposition, pas l'opposition contre le président de la République. On aura l'opposition entre les partis véritablement à partir de la prochaine législature, parce que ces partis vont vouloir aller, vont vouloir diriger le Bénin à partir de 2026. Donc, véritablement, même s'il y a remaniement et qu'on ne satisfait pas tout le monde, il n'y aura pas. Il y aura à partir de 2023. Merci. Et c'est là que vous serez surpris. Et c'est là que vous serez surpris que des gens ont commencé par être opposants en 2021 pour préparer 2023. Attendons de voir. Torra, en tout cas, selon vous, Stéphane Torra, chers invités Laurent Anthony Kesson pourrait assister donc non seulement à un renouvellement de la classe politique, mais du système politique en général, si on peut conclure comme ça. Merci Stéphane Torra, observateur de l'actualité sociopolitique. Merci également à vous, et bien sûr, cher confrère Laurent Anthony Kesson, analyste politique. Oui, débat vraiment intéressant. Merci à vous.